Et c'est parti pour le cours de système temps réel et parallélisme en vidéo, et nous allons commencer avec cette vidéo à aborder la thématique des systèmes temps réel, faire une introduction au temps réel, et ce sera donc le chapitre 1 qui y sera consacré. Alors, un système temps réel, c'est quoi? Eh bien, c'est un système d'où le comportement dépend de deux choses. Premièrement, quand on fait des calculs, ça serait bien que les résultats soient corrects. Mais ça, c'est un petit peu tous les systèmes. C'est généralement quelque chose qu'on exige. Mais surtout, et c'est ce qui va faire la particularité d'un système temps réel, c'est que le temps requis pour produire ces résultats, c'est important. Il faut que quand on appuie sur un bouton, l'opération se passe tout de suite, ou que si on a défini que toutes les secondes il devait se passer un truc, il faut que ça se passe toutes les secondes et pas toutes les 8 secondes. Donc c'est ça un système temps réel. Le temps est aussi important que l'exactitude des résultats, voire plus. Et donc, avec un système temps réel, si on a un retard sur un résultat de calcul ou d'une action, ça peut entraîner des graves conséquences, quoi. Donc imaginez, vous avez, je sais pas moi, une surpression dans une usine, et c'est piloté informatiquement, et tiens donc, surpression, oh vite, ouvrir la vanne de détente, et puis la vanne, le système il n'est pas vraiment en temps réel, la commande arrive genre une minute trop tard, et donc ça peut être la catastrophe. Voilà, donc système temps réel, il faut bien retenir que ce qui est important, c'est de respecter les échéances qu'on a allouées à chaque traitement. C'est ça un système temps réel. On peut pas avoir de retard sur les calculs. Et donc, la principale contrainte, c'est la maîtrise du temps. Maintenant, c'est en fonction de l'échelle. Ce temps, c'est pas toujours la milliseconde. C'est en fonction du système que l'on essaye de piloter. Et souvent, les applications dans lesquelles on retrouve le temps réel, très souvent les systèmes embarqués, typiquement satellite, l'automobile. Bon, un exemple en automobile, le moteur, la gestion moteur, c'est de l'électronique, surtout les véhicules actuels. Et si sur un moteur essence, l'étincelle apparaît pas, ne se produit pas au bon moment, ou l'essence n'arrive pas au bon moment quand le piston est au bon endroit dans le moteur, c'est pas une bonne idée, typiquement. Les satellites, je dois pas vous faire un dessin. Une chaîne de fabrication, une chaîne d'assemblage avec des vérins, des robots, etc. Si le vérin qui doit propulser la boîte sur le deuxième tapis roulant s'actionne une minute après que la boîte soit passée, ça va poser problème. Dans les systèmes de communication, si vous parlez à votre interlocuteur au téléphone et que votre voix elle arrive 2 minutes 30 après, ou même ne serait-ce que quelques secondes après, c'est dérangeant. Les systèmes de traitement d'image dans les véhicules autonomes, par exemple, ou pseudo-autonomes. Donc ça doit agir vite. Il détecte qu'il y aura un obstacle. Il y a les radars aussi, il n'y a pas que le traitement d'image. Il détecte qu'il y a un obstacle. Bon, si ça met de nouveau 2 minutes à dire ah, tu sais, là-bas il y avait un obstacle, c'est trop tard, vous êtes dedans. Donc voilà, souvent il y a plein de systèmes qui ont des contraintes temps réel. Alors le jeu vidéo, on peut voir ça aussi comme les jeux vidéo, comme des systèmes temps réel. Si vous jouez à Mario, vous appuyez la touche pour sauter, pour éviter un trou et il saute 2 secondes après, vous êtes dans le trou. Ok, vous n'allez pas en crever, enfin Mario peut-être, mais pas vous. C'est pas dramatique, c'est pas aussi dramatique que les exemples ci-dessus, mais ce sont également des systèmes temps réel. Et donc en informatique industrielle, un système temps réel, c'est un système qui contrôle ou pilote un procédé. Et ce pilotage ou ce contrôle se fait à une vitesse qui est adaptée à l'évolution du procédé. Alors, on n'a pas toujours des contraintes de temps très extrêmes, l'échelle du temps peut varier. Par exemple, dans un radar, c'est de l'ordre de la microseconde, pour piloter le dispositif à l'électronique du radar.
Dans des organes de sécurité, ça peut être de l'ordre de la milliseconde ou du dixième de seconde, ça dépend des systèmes. Une interface graphique, bah, quand on appuie sur un bouton, on aimerait quand même que ça réponde en moins d'une seconde. Dans une réaction chimique, on peut peut-être avoir un peu plus de marge, on peut avoir une minute hein, avant d'ouvrir une vanne ou de faire une autre action. Donc ça dépend des systèmes que l'on pilote, cette échelle du temps. Donc dans les systèmes temps réel, vous avez des échéances pour différents par exemple, des calculs. Et si ces résultats, on tolère aucun dépassement, on ne peut pas être en retard, on parle d'une échéance dure. Voilà, ça c'est typiquement si on tolère aucun retard, en anglais hard deadline. Et si jamais il y a un retard, bah ça y est, ça crache, on a un souci. Et donc il y a des systèmes où il y a où quasi toutes les échéances sont hard, sont dures. On parle du coup de temps réel dur ou de système à contrainte stricte, hard real time. Et on tolère aucun dépassement d'échéance. Ça peut être des systèmes dans lesquels il y a même des vies humaines en jeu. Donc ce sont les systèmes les plus stricts. Et pour le développement, quand on conçoit ces systèmes et quand on les crée, il faut être certain que les échéances ne soient pas dépassées, les échéances soient respectées. Souvent, par exemple, un exemple d'application de l'avionique ou des organes de sécurité, typiquement, on est sur du temps réel dur, quoi. A contrario du temps réel dur, on a le temps réel lâche. Dans ce cas-là, on parle d'échéance molle ou de soft deadline. Dans ce cas-là, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de retard, mais bon, ça va pas stopper tout le système. On parle du coup de temps réel lâche ou bien mou ou à contrainte relative. En anglais, c'est plus facile, hein, c'est soft real time. Voilà, il n'y a pas 36 façons de le dire. Et voilà, donc les dépassements occasionnels, on va dire qu'ils sont tolérés, mais c'est pas une catastrophe. L'idée, c'est quand on conçoit des systèmes comme ça, c'est quand même bien d'avoir une idée du retard moyen qu'on pourrait avoir sur des systèmes pour voir si le processus qu'on conçoit est toujours adaptable à ce qu'on va essayer de piloter. Mais typiquement, un exemple, tout ce qui est multimédia, hein. Je vous prenais tantôt l'exemple des jeux vidéo, là c'est du temps réel mou. Alors selon les auteurs, tout le monde ne s'accorde pas sur les exemples qui correspondent au type de temps réel. Moi, mon point de vue, donc là je vous donne mon point de vue à moi. Un jeu vidéo, c'est du soft real time, parce que vous êtes couché dans la boue avec votre sniper, vous visez un mec, vous cliquez et boum, ça tire pas tout de suite parce qu'il s'est passé une couille. Y a pas mort d'homme, c'est le cas de le dire. Tant pis, vous n'avez pas eu votre cible. C'est pas dramatique, quoi. Donc ça, c'est du temps réel mou. Maintenant, c'est quand même du temps réel parce que si ça se passe systématiquement à chaque fois que vous faites une action, ça réagit pas tout de suite. Là, c'est problématique. Voilà. Mais c'est pas du temps réel dur, quoi. Et alors il y a un truc un petit peu entre les deux, c'est le temps réel ferme, le firm real time. Où là, c'est comme du temps réel souple, mais on faut vraiment éviter tous les retards, quoi. Donc c'est un peu à cheval le temps réel mou et dur. Typiquement, alors là de nouveau les auteurs s'accordent pas, mais moi je vois ça un pacemaker, moi je vois ça comme du temps réel ferme. Si jamais le pacemaker à un moment donné est un peu en retard pour envoyer le signal pour un battement de cœur, si ça apparaît une fois par heure pour un battement de cœur, le mec il va pas claquer, hein. C'est pas génial, mais il va pas en claquer. Donc par contre c'est pas du temps réel mou. Si tous les battements de cœur arrivent en mode YOLO, c'est pas non plus le bon plan, quoi. Tandis sur un jeu vidéo, si votre framerate, vos images par seconde sont pas vous n'êtes pas à 60 fps en permanence, il y a de temps en temps des drops, c'est pas problématique. Par contre, le pacemaker, ça devient problématique si c'est régulier. Donc ça, c'est du temps réel ferme. Et donc, dans tous les exemples qu'on vient de citer, il y a toujours ces systèmes temps réel, donc sont des systèmes d'informatique industrielle. Donc, c'est de l'informatique et de l'électronique le plus souvent, et sont des systèmes qui sont en interaction avec leur environnement.
Et un petit peu deux façons d'interagir avec l'environnement. Il y a une première catégorie d'interaction, où sont les systèmes qui sont pilotés par le temps. Et donc l'idée c'est que tous les X, il se passe quelque chose. Donc on avait l'exemple du pacemaker, ça c'est typiquement un système piloté par le temps. Un autre exemple de système, vous avez ici un sismographe. Voilà, c'est tous les X, il y a une valeur qui est mesurée et qui est retranscrite, et ça doit être régulier parce que c'est vraiment à des cloques bien précis. Donc ça sont les systèmes pilotés par le temps. Et à côté de ça, on a donc les systèmes pilotés par les événements. Typiquement, une chaîne d'assemblage, hein, ça c'est quelque chose, c'est du temps réel, dur dans le sens où si votre vérin, on voit un vérin qui bouge, il bouge pas au bon moment, ça risque de bloquer tout. Et c'est piloté par l'événement. Quand le capteur voit qu'il y a une boîte bleue devant le vérin, c'est à ce moment-là où le vérin va réagir. Donc ça c'est un système piloté par les événements. Et donc en plus des contraintes temporelles, ces systèmes, comme ils sont très souvent implémentés, les systèmes temporels sont très souvent dans des systèmes embarqués, on a un besoin de grande fiabilité, pouvoir gérer les différentes exceptions qui pourraient se produire, parce que sur les systèmes embarqués, vous n'avez pas les mises à jour Windows tous les mercredis par exemple. Voilà, il faut qu'une fois que le système est lancé, il soit fonctionnel. Et donc ça fait partie d'une des grosses contraintes, c'est de pouvoir un petit peu prévoir à tout, pour être sûr que les échéances soient toujours respectées. Et car souvent, une fois que le système est lancé, il n'y a plus d'intervention humaine possible, quoi. Et pour ça, il faut bien connaître le comportement du système dans son environnement. Donc, ce sont des développements qui sont quand même très, très lourds, qui prennent beaucoup de temps. Je me rappelle, j'avais été visiter une boîte une fois où ils faisaient du logiciel pour le spatial. Et les gars m'expliquaient que vous êtes déjà tous un petit peu programmés. Un code de 1000 lignes de code. Ça dépend de la difficulté des lignes évidemment, hein, mais si c'est un code un peu con, on peut faire ça en une journée. Si c'est un code plus compliqué, ça peut peut-être prendre quelques jours. Et ça c'est le rythme de travail mensuel. Donc en gros, les mecs, s'ils font 1000 lignes par mois, c'est un mois où ils ont bien bossé. Parce que ils doivent passer leur temps à vraiment tout checker, tout penser. Est-ce que dans le contexte machin, ça passe? Est-ce que s'il y a une erreur là, ça va fonctionner? Est-ce que puis il y a les contraintes de temps, puis il faut documenter. Donc voilà, c'est pas le même rythme. Hein. Développer un système temps réel, ça se fait pas. C'est pas le même rythme de travail que pour une interface graphique, pour n'importe quel logiciel sur le web. Donc c'est pas du tout le même rythme, c'est pas les mêmes enjeux. C'est beaucoup plus rigoureux. Donc un des critères principaux avec les systèmes temps réel, c'est de pouvoir prédire, donc la prévisibilité, pouvoir prédire le temps qui va être nécessaire pour répondre à par exemple une interruption. Donc combien de temps va mettre le traitement de cette interruption, combien de temps, quel délai va être nécessaire avant que le commencement du traitement de l'interruption peut débuter. Et donc cette prévisibilité c'est important, pouvoir prédire le futur, pouvoir prédire comment le système va se comporter dans son environnement, c'est quelque chose de vital pour un système temps réel, et surtout qu'il faut pouvoir prédire ça pour le pire cas. Il faut que le système puisse rester fonctionnel dans le pire des cas d'utilisation. C'est très différent d'un système classique. Un système classique, on s'intéresse au cas moyen. Un exemple concret là, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, on est en confinement. Et donc dans l'enseignement, on utilise l'e-learning à fond, Moodle, etc. Du coup, il y a une surcharge sur les serveurs en ce moment. Et ce que la majorité des établissements en font, ils allouent plus de ressources là pendant cette période-ci à leurs serveurs, à leur plateforme, pour pouvoir supporter la charge. Sur un système classique, on peut faire ça. Sur un satellite qui est en orbite, si tout d'un coup il y a plus de charge, on sait pas lui rajouter un processeur comme ça à distance en SSH. Hein. Donc voilà, ça doit être opérationnel dans le pire cas. Et donc tout ça, c'est lié à la prévisibilité.
Pour pouvoir avoir de la prédictibilité, il faut qu'un système temps réel soit déterministe. Donc il faut pouvoir savoir que cette tâche-là, sur ce système-là, mettra toujours une seconde de traitement. Il faut pouvoir prédire ça, le système doit être déterministe. Ça, c'est impératif. Alors, surtout si c'est un système temps réel dur, là, il n'y a pas le choix, ça doit être déterministe. Et ce qu'il y a, c'est que les systèmes d'exploitation, eux, ne sont pas déterministes. Un système d'exploitation actuel, vous ne saurez pas prédire que cette tâche-là va mettre X temps. C'est pas du tout fait pour ça. Et donc pour le temps réel, ce sont souvent des systèmes d'exploitation dédiés. Alors, pour le temps réel lâche, il y a les OS temps réel, on en parlera plus tard. Et pour le temps réel dur, il y a les exécutifs temps réel. Bon. Cependant, dans les cas précédents, je vous donnais l'exemple du jeu vidéo disant que c'est du temps réel lâche. Bah oui, temps réel lâche, on met ça sur un jeu vidéo, on va mettre ça sur un OS conventionnel. C'est du temps réel lâche, je sais pas, il y a pas mort d'homme, quoi. Mais normalement, si on voudrait avoir des framerates plus constants, idéalement, on pourrait exécuter ce type de logiciel sur un OS temps réel. Alors, je suis pas spécialiste du domaine, mais ça m'étonnerait pas que les consoles de jeu soient pourvues d'un OS embarqué qui soit un OS temps réel. Sinon, et donc l'exécutif temps réel, ça c'est vraiment le système d'exploitation vraiment dédié pour le temps réel dur, on en parlera plus tard. Et en théorie, donc je dis bien en théorie, dans la littérature, on lit partout que un exécutif temps réel permet le déterminisme. Ok, là je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on lit d'autre? On lit que il est indépendant de la charge du système. Voilà. Vous mettez autant de tâches que vous voulez, vous savez comment ça va aller. Donc oui, vous pouvez mettre autant de tâches que vous voulez, vous pouvez avoir, en fonction du nombre de tâches qui tournent et des besoins, pouvoir déterminer quel sera le temps d'exécution, ça oui. Donc ça c'est un des effets des systèmes temps réel, mais il ne faut pas croire que vous pouvez mettre 1 milliard de tâches et que c'est bon, peu importe le nombre de tâches, que ça va être ok. Il y a quand même des limites physiques. Et alors dans la théorie, c'est indiqué aussi que le temps de réponse de ces systèmes est indépendant de l'environnement extérieur. Ouais, ça c'est en théorie. En pratique, si vous envoyez 200 interruptions en même temps, ça peut avoir de l'influence. Donc, l'exécutif temps réel, c'est un outil, mais il faut également que les concepteurs soient conscients de tous les cas de figure possibles vis-à-vis de l'environnement, des interactions que le système peut avoir pour pouvoir produire du code de type temps réel dur. Donc attention, retenez bien que l'objectif d'un système temps réel, c'est pas d'effectuer les traitements le plus rapidement possible. C'est pas ça, c'est pas la vitesse. L'objectif d'un système temps réel, c'est de fournir un système qui respecte les délais. Et pour respecter les délais, il faut pouvoir prédire la durée des calculs. C'est ça, un système temps réel. Maintenant, il est vrai que si vous avez des délais hyper serrés, vous avez également besoin de compétences pour concevoir un système rapide, pour respecter ces délais. Mais l'objectif premier d'un système temps réel, c'est de respecter les délais, de pouvoir prédire les durées de calcul. Un système dans lequel vous appuyez sur un bouton et dans la contrainte du système, c'est de pouvoir répondre 1 seconde après chaque appui de bouton. Bah, pour vous, ça paraît long, 1 seconde, hein. Vous appuyez sur un bouton, il se passe 1 seconde avant qu'il se passe un truc. Mais c'était comme ça que le système a été conçu. Et peu importe ce qui se passe, vous appuyez sur tous les boutons en même temps, ça sera toujours 1 seconde, on dépassera jamais ça. C'est un système temps réel. Un système qui va réagir dans la milliseconde à l'appui de votre bouton, mais à un moment donné, vous appuyez sur votre bouton, il va mettre 1 minute 30 parce qu'il y a un autre truc en même temps. Ça, c'est pas un système temps réel. Voilà, il faut bien saisir cette différence. Et c'est parti.